Le docteur Marty, je disais, si vous ne le connaissez pas, il intervient également en tant que chroniqueur de temps en temps sur les grandes gueules. C'est un des camarades avec lequel j'ai eu le plus de plaisir à participer aux grandes gueules. Voilà, et il l'a démontré depuis le début de cette épidémie. Que voilà, il n'avait pas sa langue dans sa bouche et qu'il était prêt à ferrailler sur les différents plateaux télé, mais ferrailler, comme nous on dit, sur Révolution permanente du bon côté de la barricade, pour dénoncer en fait les atrocités, les personnes qui meurent chaque jour dans les différents hôpitaux, mais également qui meurent chez eux. Et avec Jérôme, j'aurais quelques questions, notamment sur celles et ceux qui nous expliquent que parfois il y a des morts type AVC, diabète et autres pour d'autres maladies, et du fait du Covid-19, il n'y a pas la possibilité de bien les soigner. Mais voilà, Jérôme, c'est un de celles et ceux qui gueulent depuis le début les problèmes, notamment dans l'hôpital public. Je disais au début qu'il y avait les différents collectifs interhôpitaux, interurgences, notamment depuis 1 an et demi, qui ont dénoncé la situation. Mais pour donner un chiffre, par exemple, il faut savoir qu'on a démarré cette épidémie avec 5 000 respirateurs artificiels en France, quand l'Allemagne en compte 25 000. Il faut savoir que les premiers cas de Covid-19 sur le sol européen sont au nombre de 3, sont en France au mois de janvier. Le premier décès lié au Covid-19, c'est un monsieur qui décède le 15 février à l'hôpital Bichat. On est début avril, ou la mi-avril quasiment, ouais, on est mi-avril, on est le 13 avril, il n'y a toujours pas de masque. En nombre, on voit encore des vidéos de personnel de la santé qui ouvrent des sachets avec des blouses qui s'effritent. On voit du personnel de la santé qui coupe des sacs poubelles pour pouvoir faire des blouses, etc., etc. Des gens expliquaient à quel point il manque de matériel, et de l'autre côté, on essaie de temps en temps de nous montrer ces imprimantes 3D qui fabriquent à toute vitesse, etc. Jérôme, salut à toi, mon ami. Comment tu vas? Ça va, écoute, ça va. On essaie de survivre face à cette crise. Non, comme tu l'as très justement dit, ça a commencé donc début janvier. L'alerte de l'OMS, c'est le 30 janvier, mais la première alerte, elle est le 30 décembre. Ensuite, l'OMS alerte au moins une quinzaine de fois tout au long de janvier, pour finir par l'alerte internationale, donc le 30 janvier. Et manifestement, chez nous, rien n'est fait. Madame Buzyn, qui est alors ministre, nous dit que tout va bien se passer, les gars, calmez-vous. On a des masques, on a des stocks, on sait faire face, il n'y aura pas de problème. Et puis on s'aperçoit, et on le voit nous qui sommes dans la santé, on voit bien que ça tiraille et qu'il manque de matériel autant dans l'hôpital qu'en ville. On voit bien que le nombre de patients commence à augmenter, et on voit bien que les soignants prennent des risques de plus en plus, et surtout on voit qu'on est en train de manquer complètement la phase 1. On rappelle qu'on a mis que des affiches en phase 1, puis en phase 2 on a envoyé tous les patients à l'hôpital public en shuntant complètement la médecine de ville. Or, l'hôpital public n'était pas prêt puisqu'il manquait de moyens de protection, et probablement qu'on a commencé à contaminer nombre de soignants. Et on a vu aujourd'hui, puisque c'est pareil, c'est une courbe exponentielle aussi pour la contamination des soignants, on a vu que maintenant on pouvait parler de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de soignants contaminés sur les territoires de France, puisque, je te rappelle 2 chiffres, il y a 10 jours environ, la PHP parlait de 1629 soignants contaminés, donc 40% de médecins. Ce chiffre avait été doublé d'un facteur 2,5 en 7 jours. 2,5, ça correspond ni plus ni moins au R0 de la maladie. Tu sais, le R0, c'est la capacité de contamination. Donc, on peut légitimement penser qu'aujourd'hui, environ 10 jours plus tard, on est facilement à 4000 rien qu'à la PHP. Si tu rajoutes tous les hôpitaux de Paris, tu vas potentialiser ce chiffre quasi du double. Si tu rajoutes la médecine de ville, tu vas aussi quasi du double, et sur le territoire entier. Et là, on ne tient compte, encore une fois, que des soignants de l'hôpital, et on n'a que les chiffres parcellaires pour les médecins, mais on ne tient pas compte des infirmières, des pharmaciens, des kinés, des brancardiers, des ambulanciers, de tous ceux qui font le soin, les hôteliers, les ASH, enfin, tous ceux qui permettent de faire tourner les hôpitaux et tout ce qui permet de faire tourner la médecine de ville. Donc, on est devant des chiffres qui sont faramineux en termes de contagiosité, et l'on sait que la problématique, c'est qu'on inverse en quelque sorte le rôle des médecins et des soignants, puisque si on les contamine, eux-mêmes, quand ils sont vecteurs de la maladie, pendant le temps de la maladie, s'ils développent une forme asymptomatique, et on sait que cette pathologie est sournoise parce qu'elle a des formes asymptomatiques ou paucisymptomatiques, c'est-à-dire peu symptomatiques, ils peuvent être amenés, eux, à contaminer leurs patients, ce qui est quand même l'inverse de notre rôle, tu vois. Donc, on nous a mis en danger, et ça, les gens le savaient très bien, je veux dire. Juste combien de décès juste au niveau du personnel de la santé, Jérôme? Tu sais à peu près le chiffre? Non, alors on le demande, on a lancé une pétition, je vous invite à aller sur mon fil tweet et à la signer.
On a lancé une pétition pour mettre la pression sur le directeur général de la santé qui ne veut pas donner ce chiffre, qui ne veut pas donner le nombre de soignants contaminés, arguant du fait qu'il ne veut pas rentrer dans une comptabilité macabre, ce qui ne veut strictement rien dire. On ne lui demande pas de nous dire combien d'entre nous sont morts, mais combien sont contaminés. C'est important en termes d'organisation pour les moyens de protection, c'est important en termes d'épidémiologie, et puis c'est important en termes de respect vis-à-vis de tous ceux qui s'engagent. Donc, allez signer cette pétition. Pas de problème, on va la mettre d'ailleurs. Je demanderai à certains camarades qui sont un peu dans la régie confinée de ce live d'aller sur ton Twitter officiel et de relayer cette pétition. Moi, j'ai une première question pour toi, Jérôme. C'est quoi ta vision et tes premières réactions sur le discours et l'allocution du président de la République qui avait aujourd'hui la main sur le cœur et qui essayait de rassembler tout le monde, quoi. Il y a plusieurs choses. Si on prend un petit peu, si tu veux, la construction du discours, d'abord au départ, il est revenu sur les problèmes rencontrés, mais il est revenu en ne reconnaissant pas les fautes en quelque sorte, puisqu'il nous a dit que l'ensemble des pays avaient connu des pénuries. On sait que c'est faux. On a bien vu que les pays asiatiques avaient très bien réagi et réagi très vite. Il nous a dit qu'ils avaient connu des retards. Non, c'est faux. Il nous a dit que le gouvernement, dès qu'il s'était aperçu… Attends, je coupe, j'ai un appel, je coupe, voilà. Je suis toujours là, ouais, c'est bon, je ne sais pas si j'ai un appel. Il nous a dit que le gouvernement, dès qu'il s'était aperçu du manque, avait réagi tout de suite. On sait également que c'est faux, puisqu'on a vu les errements, notamment sous le ministère Buzyn, où on nous annonçait que tout allait bien et qu'il y avait des stocks. Donc là, déjà, faute, on va dire. Ensuite, il nous a parlé de l'organisation, donc ce fameux 11 mai, hein, en parlant du début du déconfinement, le 11 mai. Il y a un élément qui nous inquiète à nous médecins, c'est qu'il a annoncé qu'à partir du 11 mai, on testerait tous les patients symptomatiques. Or, encore une fois, je le dis pour les camarades qui nous écoutent, encore une fois, on sait que dans cette pathologie, elle est sournoise parce qu'il y a quantité de formes précisément asymptomatiques. Donc, de revenir à tester les fameux porteurs sains. Voilà, des porteurs sains, ou si tu veux, des gens qui ne savent pas qu'ils sont malades et qui ne savent même pas qu'ils guériront, mais qui en attendant contaminent les autres. Donc, le fait de ne pas les tester, ça veut dire ne pas les écarter, et ça veut dire que pendant ce temps, l'épidémie continue à se répandre. Ensuite, on sait très bien, il a annoncé qu'il allait y avoir quantité de reprises d'entreprises. On n'est pas du tout sûr qu'à ce moment-là, on sera en capacité de véritablement donner tous les moyens de protection aux salariés. Est-ce que les entreprises, et notamment les PME, PMI, vont être en capacité d'organiser les choses pour que les gens soient très protégés? Est-ce qu'on va pouvoir les protéger dans les transports en commun? Il nous a annoncé que le port du masque serait certainement rendu obligatoire dans les transports en commun. Je veux bien l'entendre, mais est-ce qu'on aura vraiment à ce moment-là les capacités de donner à tout le monde cet outil de protection? À l'instant T, je ne saurais y répondre, mais je suis extrêmement circonspect parce qu'on nous a tellement raconté de balivernes depuis le début de cette crise, on nous a tellement promené que la prudence veut qu'on ne soit pas guilleré et confiant. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai des petites interrogations et peut-être si toi, tu arrives à me répondre. Mais la première chose, c'est que moi, je n'ai pas cru entendre de sa bouche la question de masque FFP2. Or, on sait que, par exemple, dans bon nombre d'entreprises, et notamment dans la mienne, la SNCF, ou également pour mes camarades de la RATP, c'est des masques type chirurgicaux qui, si ma mémoire est bonne, c'est celui qui a le Covid-19 qui protège en fait, mais ça ne protège pas le porteur du masque du Covid-19 comme avec un masque FFP2. Là, je ne sais pas pour toi, si toi, tu as compris que ça allait être des masques FFP2. Moi, j'ai l'impression que c'est des masques chirurgicaux assez simples et ils parlent même d'une production en France avec les moyens du bord, etc. Moi, c'est les masques. C'est les masques alternatifs, c'est-à-dire ce sont les masques qui sont fabriqués par les entreprises françaises, les couturières, etc. Masques en tissu souvent, qui sont là pour faire un écran, masques anti-sécrétants. Effectivement, ce sont les masques que tu mets pour éviter de contaminer l'extérieur. Il est certain que si tout le monde les porte, on va diminuer quand même largement la charge virale dans les lieux confinés. En plein air, c'est moins important, mais dans les lieux confinés. Par contre, oui, tu soulèves le problème des masques FFP2. Il est quand même prégnant et existant pour tous les soignants actuellement, à l'hôpital comme en ville. On sait que lorsqu'on est en contact avec des patients Covid-19, qui sont donc excrétants de virus en quantité, et on sait maintenant qu'il y a une aérosolisation
de particules, donc il y a du virus qui est en suspension dans l'air. Ça veut dire que donc il y a des moments ou des endroits où il y a de grosses charges virales, et là il est nécessité à ce que tous les soignants, je dis bien tous les soignants, portent des masques FFP2, donc masques de protection respiratoire, les fameux masques canards, et ce n'est pas le cas malheureusement, notamment dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, dans les foyers de personnes âgées, où il y a malheureusement quantité de patients qui sont porteurs de la maladie et de soignants porteurs, et donc des bains viraux très importants. Et là, il faut qu'on protège nos personnels soignants pour qu'eux-mêmes protègent les pensionnaires, et donc il leur faut des masques FFP2, oui. Et toi, du coup, ta vision concrètement sur les annonces là, qui ont été effectuées, c'est quoi exactement sur le 11 mai, sur le retour à la production normale, le retour dans les écoles, etc. Enfin, toi, en tant que médecin, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas médecin, mais je t'avouerai que ce n'est pas mon antimacronisme primaire qui fait que je réagis comme ça. Mais enfin, quand je vois qu'en France, on a dépassé, je crois, la barre des 14 000 décès, que tout autour de moi, des amis, des connaissances, des gens, même là, j'ai appris tout à l'heure qu'un ami, il faut que les gens se rendent compte du truc. Il y a un ami qui est tombé, qui a été mis dans le coma artificiel pour être réanimé suite au Covid-19. Et quand il s'est réveillé, sa mère est décédée. C'est-à-dire que sa mère, elle a pris le Covid-19 pendant que lui, il est en… Imaginez la douleur de ce gars-là, en fait, qui s'est retrouvé en réanimation, en fait, et qui s'est réveillé. On lui a dit, ta mère, elle est déjà décédée depuis quelques jours, pendant que toi, tu étais en coma artificiel, parce qu'elle-même, en fait, lorsqu'elle était en coma artificiel, elle est décédée. Et malheureusement, il y a énormément de personnes, et notamment dans les quartiers populaires et autres, où il y a des gens qui parfois sont retrouvés morts à domicile. Enfin, moi, je sais pas, on est le 14 avril. Moi, j'ai du mal à me dire que le 11 mai, je vais retourner chez Ikea et le Roi Merlin et je vais déposer mes gamins le matin au CE1 et je vais rentrer chez moi, tu vois. Je sais pas. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, Anas. Effectivement, d'abord, cette maladie est une vraie saloperie et il y a quantité d'histoires comme ça qui sont des histoires terribles et qui t'ouvrent le cœur, quoi. Et puis, il y a la problématique, effectivement, des banlieues, des zones qui sont à grande difficulté économique, on les connaît toutes, Anas. On sait les difficultés qu'ont les gens qui vivent là, qui souvent sont dans des appartements exigus, qui manquent de moyens, qui sont les uns sur les autres, qui n'ont aucun moyen de protection et qu'en plus on montre du doigt. Ça, c'est terrible parce que ce sont ces zones-là qui paient le plus lourd tribut à la maladie. D'une part, il y a un réseau sanitaire qui est déjà très affaibli. Et puis, encore une fois, je te dis, ils ont une espèce de double peine puisqu'ils sont malades et on les accuse de ne pas respecter le confinement. Donc, on est dans le délire le plus total. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu disais quel était mon point de vue. Je reviens encore une fois aux moyens de protection. On a vu qu'on nous annonçait que, par exemple, dans les transports en commun, et tu en connais quelque chose, dans les transports en commun, à partir du 11 mai, on allait rendre en quelque sorte le port du masque obligatoire. Mais si c'est si important, pourquoi on ne le rend pas aujourd'hui ? Je veux dire, les transports en commun, ils fonctionnent déjà. Donc, aujourd'hui, tu as le droit de prendre des risques et demain, on va te faire porter un masque. Mais non, tu n'as pas le droit de prendre des risques aujourd'hui. On doit te donner un masque, on doit te protéger aujourd'hui. Sinon, ça ne doit pas marcher. Tu comprends ? Si on accepte et on a diminué le nombre de rames et on a plus de monde encore dans les transports en commun, ça veut dire qu'il faut que la nation soit en capacité de protéger son peuple et de protéger les gens qui conduisent les rames. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je ne vois pas pourquoi on le ferait le 11 mai. Je ne sais pas pourquoi on attend un mois. Ça, c'est la première chose. Je ne comprends pas. Et puis ensuite, pour revenir au test, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on dit le tester que les symptomatiques. Il faut tester tout le monde et qu'on soit en capacité. On est un grand pays. Logiquement, on devrait être en capacité de tester tout le monde. Encore une fois, là, on prend du retard. Tu vois, c'est ces choses-là qui m'inquiètent, quoi. Ouais, c'est un discours. En réalité, il a fait le discours qui aurait dû être à la limite celui du 14 mars, quoi, où on annoncerait déjà qu'il y a des masques qui arrivent et qu'il y a des tests qui vont démarrer. En fait, ils se sont foutus de la gueule des gens. Moi, je le dis et je le répète, mais quand même, ils ont maintenu le premier tour de la municipale, des élections municipales. Quelques jours avant l'annonce du confinement, Emmanuel Macron était au théâtre en disant aux gens continuer à vivre normalement. On nous a dit que les masques, ça servait à rien. Au final, on nous a dit, bon, on a dit ça parce qu'en fait, on n'en a pas. Les tests, il y a eu des laboratoires apparemment qui ont réclamé, qui ont dit, laissez-nous tester, laissez-nous aider, etc. Et on leur a dit, non, des technocrates, encore une fois, qui ont fait en sorte de ne pas tester. De l'autre côté, on avait l'Allemagne à côté, la Corée du Sud, où il y avait des exemples qui paraissaient probants. Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression
qu'ils essayent de mettre d'un côté un pansement sur une jambe de bois et en même temps d'essayer la priorité. Moi, vraiment, la priorité que j'ai compris là-dedans, c'est vraiment le côté économique, en fait, d'essayer de retourner au boulot. Et ma question, c'est celle-là, Jérôme. Est-ce que, en fait, ils sont pas en train de faire un pari qui serait un peu le pari de la roulette russe, un peu, en se disant, bon, peut-être qu'on n'aura pas les 900 morts par 24 heures comme on a pu connaître début de semaine encore en France, mais que si on a les 200, 300 morts par 24 heures et qu'on arrive quand même à continuer à aller bosser, etc., ça passe. Parce que le prof, moi, je vois pas comment ils vont protéger le prof alors que déjà, l'infirmier, le médecin, il a même pas de moyens. Donc, moi, je vois pas d'où ils vont sortir. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Alors, sur les enfants, un bémol médical sur les enfants, si tu veux, ce qu'on sait maintenant et qu'on ne savait pas au départ, c'est que on est revenu en quelque sorte au discours qu'on avait au départ. Au départ, on disait que les enfants étaient peu symptomatiques et peu vecteurs de virus. Tu vois, ensuite, on a dit qu'ils étaient peu symptomatiques et très vecteurs de virus. C'est pour ça qu'on a fermé les écoles. Et puis maintenant, l'expérience internationale nous montre qu'effectivement, ils sont peu vecteurs de virus. Donc, ils représentent peu de risques, tu vois, de contagion. C'est pour ça qu'on rouvre. Mais en fait, hein, quasi jusqu'à 15 ans, tu vois, c'est de 0 à 15. Mais néanmoins, on ne va pas se tromper, on va pas se mentir, quoi. Le fait de réouvrir les écoles, c'est aussi pour permettre aux parents d'aller travailler, quoi. Il y a quand même cette chose-là qui est en lien, tu vois. Et dans les entreprises, alors je ne pense pas que le gouvernement, enfin, tu vois, on peut lui prêter beaucoup de choses, mais je ne pense pas qu'il joue, comme tu le dis, qu'il se satisfasse de 300 morts ou de 400 morts. Par contre, il y a un rôle important à jouer de la part de tout ce qui est syndicat, de la part de tout ce qui est organisation, tu vois, de salariés et tout, qui va être la surveillance de l'organisation au sein de l'entreprise, des moyens de protection et le droit de retrait s'ils n'y sont pas. Ça, c'est évident. C'est évident. On en a parlé avec Gracia, si tu veux, puisqu'il va être là, je crois, avec vous Gaëtan, ce soir, et je le salue. Dans la région toulousaine, nous, pour le coup, et c'est comme dans d'autres régions, parce qu'on nous parle, c'est un peu le grand guignol, si tu veux. On nous dit qu'on va autoriser les entreprises à reprendre, mais il y a quantité d'endroits où elles sont déjà reprises. Et nous, dans la région toulousaine, l'aérospatiale a repris déjà depuis plusieurs jours, voire semaines, les sous-traitants d'Airbus, tout ce qui est, j'ai plus le nom en tête maintenant, mais pas. Il te le dira, c'est pas TCO, je ne sais plus quelle organisation, mais quelle grosse boîte a repris. Et dans les sous-traitants, la problématique, c'est que souvent, eux, c'est des toutes petites boîtes où ils ont 20 salariés, 30 salariés, peu de moyens, et ils ne sont pas en capacité vraiment de mettre en place la distanciation sociale, les protections, qu'est-ce qu'on fait au moment de l'heure du repas, comment les gens vont manger, à quel endroit, comment ils vont rester, tu vois, puisqu'il n'y a rien d'ouvert, il n'y a pas de restaurant, il n'y a que dalle, comment tu vas être sûr que les gens ne se rapprochent pas, ne prennent pas des risques. Toutes ces choses-là sont à surveiller, et je crois qu'il y a un travail commun avec tout ce qui est organisation de salariés et patronat, ensemble, essayer de trouver des solutions, et si elles n'y sont pas, c'est le droit de retrait, quoi. Et j'ai une dernière question pour toi, Jérôme, avant de te laisser filer. Enfin, j'ai une et demie. La première, il y a sur Facebook, donc il y a quelqu'un qui te demande qu'est-ce que vous pensez du gouvernement qui a mis 45 à 100 milliards pour les entreprises et seulement 7 milliards pour l'hôpital? Ce que j'aime pas, tu le sais comme moi, hein, c'est que malheureusement, la santé est gouvernée par le fric depuis des années et des années. C'est Bercy qui est le vrai ministre de la Santé, c'est pas le ministre de la Santé. On ne regarde que la santé du côté de sa dépense. On ne regarde absolument pas ce qu'elle amène au pays en tant que richesse, en tant qu'emploi, en tant que soins. Tu vois, on ne regarde pas ça et on a toujours cette espèce de raisonnement, cette phrase qui nous tue depuis des années, qui est le fait de dire, tu sais, tout le monde se cache derrière ça en disant « Ah oui, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût ». Il y en a assez d'entendre ça, il y en a assez d'entendre parler d'efficience. Tu sais, l'efficience, c'est faire mieux avec moins. Ça fait des années qu'on demande à l'hôpital de faire mieux avec moins, qu'on demande à la ville de faire mieux avec moins. Faire mieux avec moins, ça nous amène à la situation actuelle, c'est-à-dire ne pas avoir de masque, pas avoir de tests, pas avoir de soluté hydroalcoolique, pas avoir de réactifs, pas avoir des couvillons. Voilà où on en est, quoi. Pas avoir de surblouses, avoir des surblouses qui se déchirent, avoir des ARS qui nous filent des circulaires où on nous demande de laver nos surblouses, avoir des ARS qui nous demandent de porter des masques périmés de 6 mois, puis plus tard périmés de 2 ans. Enfin, on fait prendre des risques au personnel soignant, quel qu'il soit. Voilà, c'est ça l'efficience. L'efficience, il y en a marre, je suis désolé. Et la demi-question avant de te libérer, si j'arrivais à te donner un peu de pouvoir là, dans la santé, c'est quoi un peu tes préconisations? Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour essayer de diminuer cette épidémie aujourd'hui? C'est quoi un peu les propositions du docteur Marty pour faire en sorte qu'on essaye d'avoir moins de morts
et de pouvoir reprendre une vie un peu normale. Tu sais, les propositions, on les a lancées nous déjà depuis plusieurs semaines. Et depuis plusieurs semaines, on avait annoncé que malheureusement, la courbe en Ile-de-France n'allait pas redescendre, mais allait être en plateau. Pourquoi? Parce que justement, on avait fait sortir les gens trop tôt, qu'ils prenaient les transports en commun sans masque, que les gens rentraient chez eux des fois contaminés et sans masque non plus, et donc contaminer leur famille, qu'ils allaient travailler dans des entreprises également sans masque, et donc non seulement se contaminer dans le transport en commun, mais également dans les entreprises. Et puis malheureusement, le premier cluster se contaminer aussi à l'hôpital. On en a parlé tout à l'heure, et c'est les dizaines de milliers de soignants qui sont contaminés, qui eux-mêmes contaminent les autres. Tout ça, donc les propositions qu'on avait dit au début, impérativement masquer tout le monde tout de suite à cause de ces fameux porteurs asymptomatiques, et puis tester très vite tout le monde. Et puis une proposition plus générale, puisque je vois bien que tu me tends un peu la perche, c'est de dire que désormais, il faudra changer complètement la façon de gouverner le soin, qu'il est impératif maintenant d'avoir une gouvernance sanitaire qui va avoir les soignants à l'intérieur et les représentants des patients à l'intérieur, et qu'on ait un triptyque comme ça, qui est le triptyque soignant, élu de la profession, patient, mais patient déchargé de l'État, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est l'État qui subventionne les associations de patients, il faut les libérer de ça. On peut imaginer que les entreprises paient 1% aux associations de patients, comme elles paient 1% à la formation. On les libère à ce moment-là de l'État. Et puis l'État, et chacun avec les mêmes droits, et chacun avec un pouvoir d'opposition. Ce qui veut dire que le système ne peut avancer que si les trois parties sont d'accord. La partie patiente, la partie soignante et la partie administration. Mais ça impose d'avoir une vraie démocratie sanitaire, avoir une démocratie sanitaire mature qui cesse de considérer son peuple comme un enfant et qui cesse de considérer ses soignants comme des enfants. Il y a des choses à faire, tu vois. Demain, je ne suis pas encore ministre, quoi. Écoute, Jérôme, il y a 1800 personnes sur le live sur Facebook. Il y a énormément de soutien par rapport à ce que tu as dit, et notamment pour le personnel de la santé. Moi, je tiens personnellement et également au nom de l'ensemble des camarades de Révolution Permanente, te féliciter et féliciter l'ensemble de la profession, l'ensemble des personnels de santé qui sont en première ligne, et également les ASH. Les ASH, ce sont celles et ceux qui nettoient et qui font en sorte que les lits, etc., tout soit propre, et souvent les sites passé, oui. Et notamment, c'est un métier dans lequel il y a de plus en plus d'ouverture en fait à la concurrence et de la précarisation, c'est-à-dire que ce sont parfois des intérimaires et autres qui viennent nettoyer, alors qu'avant c'était des personnes qui faisaient partie intégrante de l'hôpital public. Donc une salutation aux ASH et à tout le personnel de la santé. Moi je le dis et je le répète, on ne peut pas que vous applaudir à 20 h. Il va falloir ne pas oublier tout ce que vous avez fait, et il va falloir être derrière l'ensemble des camarades du personnel de la santé demain lorsqu'ils taperont du poing sur la table pour aller à l'offensive et réclamer leur dû, parce qu'il ne faut pas oublier notamment, toi je sais que tu es médecin libéral, mais moi je sais par exemple, j'ai des camarades qui sont à la Riboisière, à Saint-Antoine et autres, qui me disent, Anas, nous on est payé l'heure de nuit 1 € brut. Il faut savoir qu'on paye un infirmier et une infirmière 1 € brut pour sauver des vies, en fait. Et qu'à côté, il y avait cette biologiste espagnole qui avait dit une phrase magnifique. Elle avait dit, vous nous demandez à nous de trouver un vaccin, de trouver un remède, alors qu'on est payé 1 800 € et que vous payez 1 million d'euros un footballeur pendant le mois. Et ben allez demander à Messi et Ronaldo d'aller vous trouver un remède aujourd'hui dans cette période. Donc il y a vraiment, on voit que celles et ceux qui ont un métier qui est utile, et ben au final c'est celles et ceux qui font les moins bien payés. Je pense que en tout cas cette crise, elle révèle réellement ces antagonismes-là entre ceux d'en bas qui gagnent très peu et qui, au final, sont en première ligne, et les autres qui essayent de donner les directives et qui les donnent très, très mal, au contraire. Donc voilà, il y a énormément de personnes qui te remercient. Je te dis même pas toutes les questions. Il y avait du docteur Raoul, il y avait la chloroquine, il y avait machin, plein de choses, mais on fera un autre live, j'espère, ensemble sur Révolution Permanente avec toi. Merci avec énormément, plaisir. Jérôme. Salut Anas, salut à tous. À très vite, camarades. Salut. Salut, fais attention à toi. Ouais, toi aussi, bye.